Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 24 mars 2021, il est 20h05, et comme toutes les semaines, je vais vous lire la clause de non-responsabilité de la Cache Fondation avant de passer la parole à notre ami Aviram. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même pour lui-même et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps, mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà les amis, je passe la parole à notre ami Aviram en direct du Guatemala. Merci, mon ami Joël. Avec plaisir. Quand je parle, je ne vois pas mon vidéo. Vous le voyez? Nous, on te voit sur l'affichage de la galerie. Ah, c'est bizarre. Peut-être je le ferme et je le refais. Là, c'est mieux ou même chose? Alors attends, parce que moi, il faudrait que les autres puissent répondre parce que moi, je suis en manip là. Non, Hmm. on voit Non, pas parce que le. je vois rien. On On ne voit voit pas rien. Aviram, non. Non, Aviram est invisible. Enfin, on te Ça y est, voit un tout ça y est, c'est petit. fait. Il est parti. Ah, alors, comme ça, je laisse faire de la vidéo et je fais le conventionnel, admettons. Share screen. Et ça. Et... Là, vous voyez au moins la présentation. Oui, Très bien. Donc, je vous mais souhaite t'es la pas en photo bienvenue. dessus, hein. Hein? T'es pas en photo dessus, on te voit pas. Non, mais c'est bon, c'est Oui, 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 je normal comme plaisante, ça. je plaisante. Non, je ne suis pas encore une star de TV. Ça veut dire juste ça. Alors, je vous souhaite la bienvenue à Knowledge Seeker Workshop multiplication numéro 372. Le workshop avait lieu le 18 mars 2021. Tout d'abord, j'aimerais vous dire qu'on est aujourd'hui le 24 et on est déjà 3 ans, voilà, on est déjà 3 jours dans la nouvelle ère de l'humanité. On a franchi la fenêtre qui était ouverte pour toute l'humanité le 21. J'espère que vous avez ressenti ça comme moi, comme plus d'ouverture, plus de positivité. Et ceux qui font les pratiques de Grégory, la pratique a pris comme un essor plus vigoreux, je dirais. Donc, tout ça, ça va bien. Et en plus, les choses semblent se placer. Avant, je pensais toujours, il faut chaque petite chose qu'on n'aime pas trop, faut la normaliser activement et consciemment.
ça on fait encore, mais j'observe aussi que les choses se placent par eux-mêmes comme. Et ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est moins de boulot, tout d'abord. Et c'est aussi que euh, pourquoi c'est comme ça? Je vais vous parler en fait dans la présentation, un des deux points principaux de cette multiplication-là. Donc, c'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche. Aujourd'hui, on va parler effectivement de notre corps physique qui est la perfection. Donc, si on cherche un exemple de qu'est-ce que c'est la perfection, la chose la plus proche pour nous tous est notre propre corps. Voilà. On va commencer quand même avec des bonnes nouvelles. On va après multiplier les enseignements de M. Kesh sur les astéroïdes et les météorites. Et après, on va, dans la deuxième partie, ça va être sur notre corps physique qui est la perfection. De trouver pourquoi je dis ça ou pourquoi et comment on peut retrouver ça dans notre réalité quotidienne. Donc, première chose, la plus importante bonne nouvelle de cette semaine, c'est l'atelier de Joël qui va avoir lieu demain à la même heure, c'est-à-dire à 8 heures, dans, je crois, même la même salle. Donc, c'est le niveau débutant pour Joël va multiplier les connaissances de base de la science du plasma. Il est inspiré par M. Kirsch. Il est inspiré également par Alexandre Skorik, qui est canadien. Et ça passe de toute évidence, ça vient de ces âmes-là qui ne sont pas à l'origine des connaissances. L'origine des connaissances, c'est le Créateur, on se rappelle bien. Alors, le Créateur diffuse ça. Une partie passe à travers Alexander Skorik, une autre par M. Kesh, une autre par Joël, une autre par tous les autres comme Sylviane et Franck et Jean-Sébastien et Aviram et tout le monde, parce que nous sommes tous liés. Mais quand les connaissances passent à travers un être humain, ils deviennent plus clairs. Ils aussi adoptent la couleur de la personne ou de l'âme de la personne à travers sa passe, comme dans cette présentation de demain soir. Vous allez avoir à déguster les couleurs de l'âme de Joël. Donc, je vous souhaite la bienvenue et n'oubliez pas d'y aller si vous êtes si vous êtes dans ce groupe auquel cette séance s'adresse. Ensuite, il y a une vidéo qui était produite par le groupe linguistique brésilien. C'est comme un remerciement à M. Kesh. Vous pouvez, dans le PDF, il y a le lien avec le timestamp, on appelle le tampon du temps, que vous pouvez cliquer sur le lien, ça vous amène dans le Knowledge Seeker Workshop exactement à la place où cette vidéo commence. Là, c'était pas. Il y a peut-être probablement beaucoup plus de bonnes nouvelles que je connais pas. Qu'est-ce que j'ai de bonnes nouvelles ici? Ah oui, on a presque réussi à acheter une nouvelle maison dans le même village, San Juan La Laguna. On va chez le notaire demain et on va déménager le 1er avril. Ha, ha, ha. C'est un superbe terrain. Peut-être la prochaine fois, je peux vous montrer un peu le terrain. C'est 3000 mètres carrés bord du lac. Le jardin est déjà magnifique. La maison, c'est une maison écologique type Earthship.
Si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire, les murs sont construits avec des pneus remplis de terre et tout est revêtu avec du béton. Et le béton n'est pas scellé, donc c'est très, très bon parce que je vais pouvoir détremper toute la maison avec du gaz CO2, les 4 gaz. Oh, en fait, les cap de hein, tant qu'à y être, ou cap de coupe de la terre, whatever. Je vais me laisser libre cours à mon inspiration pour transformer cette nouvelle maison dans un arbre de paix ou dans un espace d'amour, comme on l'appelle Anastasia. Je dis presque parce qu'on n'arrive pas à payer la maison. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent, non, on a les fonds sont là, sauf c'est hyper difficile, semble-t-il, de transférer de l'argent d'un pays à l'autre, soi-disant par des règlements qui sont en place pour limiter le lavement de l'argent, c'est-à-dire drogue, c'est-à-dire mafia, c'est-à-dire politique en tout court, oui. Et je crois que c'est comme toujours que les grands requins, ils ont des chemins pour bypasser ça. Et seulement les petits qui ne sont même pas des requins, mais des barbottes ou carpes, qui sont pris avec ces règlements. Donc, on travaille dessus. Donc, le premier chapitre, cette fois-ci, c'est j'adore ça. Parce que les météorites, c'est lié à des étoiles filantes et c'est aussi lié à aux connaissances universelles. De quelle façon vous allez trouver ça, j'espère, si je fais ma multiplication bien, vous allez comprendre ça autour de elle. D'abord, on va commencer avec la présentation des météorites et astéroïdes présentée par la science orthodoxe. Tout d'abord, elle va dire qu'un météore, c'est une roche. Et les roches sont des minéraux et les minéraux ne sont pas vivantes. Après, elle va dire qu'il y a des astéroïdes. En fait, il y a une ceinture d'astéroïdes, c'est des petits météores, planètes, si on veut, qui font une orbite autour du Soleil entre Mars et Jupiter. Donc, c'est assez loin de nous. Et c'est comme un anneau, comme une orbite il y a des milliers et des millions et des milliards peut-être de météorites de taille différente qui cerclent le Soleil, mais ils sont pas comme très confinés parce qu'ils sont très nombreux. Donc, ça donne beaucoup d'interactions magraphes entre eux et avec toutes les autres planètes, surtout Mars et Jupiter, qui bougent au même temps et tout ça. Donc, ça devient tellement hyper complexe qu'on connaît ça, qu'on se rend compte, nous ne comprendrons jamais cela avec notre petit mental rationnel. Comment on peut comprendre ça? C'est avec notre petit côté artiste ou poète qui ont une vision plus large et qui peuvent accueillir dans leur attention des situations complètement où le mental logique ou le mental rationnel est complètement dépassé. Nous le pouvons avec cet autre côté de notre mental, qui est d'ailleurs un peu plus proche à notre âme, donc du bon côté de notre conscience structurée. Donc, dans cette ceinture d'astéroïdes, comme ça, une définition, c'est quoi un astéroïde? C'est astéroïde, ça veut dire comme un genre d'étoile. Donc, c'est des grands corps rocheux, mortes, de l'espace en orbite autour du Soleil. La physique conventionnelle dit aussi tous les morceaux d'astéroïdes là ne proviennent pas de l'extérieur de notre système solaire,
mais à l'intérieur. Ils sont arrivés dans le premier temps où le système solaire s'est formé. Dans la science orthodoxe, tout a commencé avec ce qu'on appelle le Big Bang et leur façon commence l'expansion, la naissance de nouvelles étoiles. Selon eux, c'est très, très souvent très violent. Ouch! Et ça fait que s'il y a des explosions, il y a des températures exécrables, il y a des collisions, il y a des whatever, et c'est le bordel. Donc, dans ce bordel-là, selon eux, se créent les météorites, qui sont des morceaux de roche morte. Donc, c'est un résultat un peu par hasard des trucs morts qui sont issus d'un débâcle initial. C'est un peu mal flattant, comme si on dit la race humaine, elle vient des singes. Non, je ressens pas ça du tout. Et si je regarde Sylviane, par exemple, elle n'a pas l'air, elle a aucune ressemblance à un singe. Et toutes les Gilles, et les Yves et les Yvon non plus. Donc, je ne vois pas ça ni dans le comportement, ni dans l'apparence. Bon, avec les météorites, on va comprendre c'est exactement la même chose. Mais on ne peut pas faire cette différence-là avant qu'on n'a pas intégré l'addition de connaissances que nous apporte la science du plasma. Un météorite, par contre, c'est la même chose. Par contre, c'est la même chose, sauf petite roche, mais aussi dans l'orbite autour du Soleil. Et des fois, un météorite, ça peut être un fragment d'un astéroïde, peut-être eux, ils pensent dans la ceinture des astéroïdes et météorites, il y a des collisions comme par hasard. Et ça, si deux astéroïdes collisionnent, ça fait un grand boom, un autre débâcle et un qui est plus faible, il va éclater en 1000 morceaux. Et ces morceaux-là, on peut les appeler météorites parce qu'ils sont petits. Et des fois, ils rentrent dans l'atmosphère terrestre. Donc, pour ça, il faut qu'ils voyagent. Ils traversent l'orbite de Mars. Ils traversent aussi, je crois, l'orbite de Vénus pour se rendre à la Terre. Donc, ça, c'est, si on regarde la probabilité de cela, selon la science conventionnelle, c'est pas très grand parce que il faut dire qu'ils n'ont pas une vélocité énorme et s'ils passent, ils doivent, je crois, juste passer l'orbite de Mars et de Vénus, par exemple, quand eux, ils sont de l'autre côté du Soleil. S'ils en approchent un peu, ils vont aller sur la surface de Vénus ou Mars, où ils vont se dévier de la trajectoire et être repoussés d'où ils viennent ou ailleurs, je ne sais pas. Quand ils arrivent dans l'atmosphère terrestre, ils deviennent une étoile filante. Quand ils sont assez grands et faits de minéraux qui peuvent survivre la chaleur intense pendant le trajet à travers l'atmosphère, ils vont finir par tomber sur la surface de la Terre. Plouc. Là, on sait que la plus grande surface de la Terre, c'est les glaciers et l'eau. Et donc, ça prend déjà, pour les déposer sur la Terre, ça prend déjà soit une volonté, soit un hasard plus clairement défini que la science conventionnelle le fait. Et il y a des météorites que vous connaissez. Par exemple, il y a un météorite qui est au centre du temple d'Artémis à Éphésus, à Éphèse, en Grèce. Il y a supposément
dans le mur de Kaaba, c'est à Mecque. C'est pas le Mecque, c'est la Mecque. Je crois que c'est en Arabie Saoudite, je crois. Là, c'est the Holy Place, la place, le centre du monde musulman. Il y a un mur qui s'appelle Kaaba. Et dans ce mur, il y a supposé aussi un météore. Troisième que je n'ai pas nommé, mais qui me vient à l'esprit maintenant, c'est la Shungite. Si vous connaissez la Shungite, c'est une pierre complètement noire qui est très, très homogène et très dure. C'est-à-dire, quand on la casse, elle se casse comme un cristal. Et elle a aussi une qualité spéciale, c'est la seule matière minérale comme roche qui est conductrice, qui peut conduire l'électricité. Donc avec ça, vous pouvez par exemple faire un GANS, ce que j'ai fait. J'ai fait à l'époque un GANS CO2 dont j'ai pris une plaque de zinc et j'ai pris une plaque, ça se vend aussi en plaque, une plaque de Shungite. J'ai mis un fil après et la Shungite, elle a pris la fonction de cuivre. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on fait ça? Ça fait un excellent CO2 qui n'est pas nécessairement trop pour notre corps physique parce que justement, notre corps physique, il a besoin de cuivre et il n'y a pas de cuivre là. Donc, je ne sais pas exactement. C'est peut-être bon pour notre âme parce qu'elle vient de toute façon du centre de l'unicos qui est au centre de tous les univers. Et voilà, on aurait un lien peut-être avec la Shungite. La science, je vais vous dire ça. Je vais Aviram, oui. On peut le servir pour les ondes électromagnétiques. Oui, on peut faire ça. Exactement. On peut aussi faire ça on peut les utiliser. Nous, on a un dans notre maison au Canada. C'est une boule c'est 15 cm de diamètre qu'on met dans la chambre à coucher. Et on a une pyramide qui a aussi 10 par 10 cm qui est dans le salon. Et la forme, elle change l'énergie de la Shungite. Donc, et ça va être avec tous les matériaux qu'on peut utiliser. La forme de pyramide, elle est très stable, mais elle a une pointe, c'est-à-dire l'énergie est directionnelle. Ça veut dire que c'est très propice pour travailler avec des intentions et d'autres directions ou directives, tandis qu'une boule est ronde et parce qu'elle est très lourde, elle est aussi très statique et elle dégage une énergie qui est non directionnelle, c'est-à-dire c'est propice aussi pour être appliquée dans la chambre à coucher. Donc, maintenant, je vais vous multiplier ce que M. Kesh a apporté comme connaissance du côté science du plasma. Donc, tout d'abord, un météorite est comme une pierre pas dépourvue de la vie. C'est un être vivant. Pourquoi? C'est la simple raison. Déjà, un électron et un proton et un neutron sont des êtres vivants parce qu'ils contiennent une âme. Et quand ils s'amalgament ces trois unités de base dans un atome, ils créent ils préservent leur âme individuelle comme électron, proton et neutron, mais ils créent une âme collective de l'atome hydrogène ou hélium ou quelque chose de carbone autre. Et ensuite, ça peut se amalgamer de plus en plus pour arriver à des niveaux de complexité de plus en plus élevés. Mais le principe reste toujours pareil, que les unités de base
gardent toujours leur identité et ils créent une nouvelle âme, une âme collective sur le niveau où ils se rejoignent. Donc, pour les météores, ça veut dire qu'ils sont d'abord une masse, non pas une masse, ils sont d'abord un plasma. Le plasma, comme les virus, c'est un paquet d'énergie qui peut traverser les profondeurs de l'univers sans aucune, comment on appelle ça, empêchement. Il n'y a pas d'obstacle, c'est ça. Sans aucun obstacle. Et dans l'univers, il n'y a pas des hasards. Il n'y a pas un plasma où il a une âme, en autre mot, qui, en provenance de l'âme du Créateur, fait son périple à partir du centre de l'unicosme vers un point spécifique. Pas n'importe qui, juste partir pour rien. Non, ils ne font pas ça. Ils ont tous, de par leur âme, une mission. Et cette mission, comme une volonté, on pourrait dire, chaque météore sur le plan plasma a une volonté. Et cette volonté, c'est comme un détail de l'agenda du Créateur. Donc, on pourrait dire un météorite est envoyé par le Créateur à un but précis. Donc, ce n'est pas une roche morte, ni ça provient de notre système solaire. C'est beaucoup plus fort probable que ça arrive de l'âme du Créateur et ça se retrouve sur la Terre parce que c'est la mission de la vie de cette météorite de se retrouver justement sur la surface de la Terre. Et de cette façon-là, vous vous rappelez, l'image en bas vous montre l'âme du Créateur issue ce rayon magnétique qui est le plasma au début, ça voyage comme plasma que vous voyez. Après, ça rentre à un moment donné sur son voyage déterminé, pas au hasard, un voyage déterminé dans la sphère de force d'inertie de notre planète Terre. Et dans ce champ d'inertie, le plasma peut devenir matière. Et à droite, vous voyez le résultat. Ça peut avoir des formes très, très différentes. Et ça, c'est une des formes qu'un météorite peut adopter. Ça, c'est un météorite qui a été trouvé sur la surface de la Terre. La science conventionnelle va dire toutes les pocs et les crevasses et ça a l'air un peu comme la Lune. Ils vont dire, ah mais ça c'est parce que quand ça voyage à travers l'atmosphère, les conditions de chaleur et de pression et de whatever sont tellement grands que ça laisse ses marques sur le morceau de météorite là. Selon M. Kesh, ça peut être ça, mais ça peut aussi être autre chose. Pour trouver comment ça peut être autre chose, on va plonger un peu plus dans les informations que la science du plasma peut nous donner. Tout d'abord, l'origine comme j'ai dit, l'origine d'un météorite est un être vivant, c'est une âme. On pourrait même dire un bon vivant, parce qu'il n'y a pas de mauvais vivant. De l'autre côté, ils ont une mission de vie, ils ont un but de leur voyage. Ils veulent se rendre exactement, si quelqu'un la trouve en Sibérie ou ailleurs, une pierre, on se promène dans la nature et tout à coup, on trouve une pierre qui attire beaucoup notre attention. Et là, on s'arrête, on la regarde et on la prend. Ça veut dire, c'est la confirmation,
sur le plan matériel que la météorite est arrivée au but de son voyage. Avant que ça arrive sur la Terre, ça peut partir quand c'est matérialisé en haut de l'atmosphère et ça passe à travers les différentes couches de notre atmosphère qui, de plus on se rapproche de la Terre, le plus dense ils sont et de plus ils vont rencontrer d'autres matières dont la friction qui crée de la chaleur. Et ça peut être, la création de chaleur peut être tellement que ça devient une étoile filante. Quand une étoile filante, elle peut aussi, comme cette météorite, dans la couche supérieure de l'atmosphère, quand ça décide, je vais me servir de l'énergie de la planète et de l'endroit où je suis actuellement pour me manifester dans des matériaux comme plus métalliques, admettons. Quand c'est ça, ils vont continuer à traverser. Ils ont maintenant une boule d'amalgame de métaux. Et avec la chaleur et cette intensité du trajet, ça devient comme une étoile filante et elle peut être tellement un feu d'artifice, si on veut, qu'à la fin de son trajet, il ne reste plus rien comme matière qu'on peut retrouver après. Donc, elle épuise toute sa substance matérielle seulement en traversant l'atmosphère et en apparaissant à un couple d'amoureux comme une étoile filante. Et là, on peut dire que c'est la confirmation que la mission de vie de cette âme-là était de célébrer avec ce nouveau couple d'amoureux leur liaison devant les étoiles et l'univers. C'est comme un mariage. Et ça, c'est formidable. C'est déjà, comment dirais-je, c'est assez valide comme confirmation. C'est un flûte. Qu'est-ce qui peut être plus beau? Hein? Moi, si je voudrais être un météorite à un moment donné, je voudrais faire ça. C'est très attirant parce que c'est un truc et après, tu as comme usé ton corps, il a fait sa job comme étoile filante et après, tu peux trouver autre. Tu es déjà dans un autre endroit sur le réseau d'énergie de la planète. Donc, soit tu pars ailleurs, soit tu trouves, tant qu'à y être, je peux devenir une rose. Alors, quand je fais ça, je peux aussi trouver, mais comme météorite, c'est quand même très bon, donc je ne vais pas être juste métal, je vais devenir métal et autres éléments qui vont être propices que je puisse traverser l'atmosphère. Et pendant que je traverse l'atmosphère, je vais devenir étoile filante, mais je ne m'épuise pas. C'est-à-dire, ma masse matérielle va rester à la fin de mon trajet et je peux tomber effectivement sur une terre. Pourquoi? Et ça peut être quelqu'un qui était auparavant un être humain. Pourquoi pas? Parce que si je regarde la vie d'un minéral, c'est tellement lent, ça bouge juste après, quand ça bouge à travers l'atmosphère, ça c'est très rapide. Bon, ça va être comme un moment présent, intense.
Mais une fois c'est tombé, ça bouge très, très lentement, tellement lentement que nous ne pouvons pas percevoir le mouvement d'une pierre. Et ça nous donne, si on choisit d'être un météore à un moment donné, ça nous donne une vie de beaucoup de lenteur, de contemplation, de méditation et très peu d'activité. Donc, ça va être une incarnation plutôt contemplative et non active. Et quand je fais ça, je me réincarne comme une météorite ou une autre pierre. Je vais savoir de ma propre expérience que même une pierre a une âme. Donc, on pourrait dire c'est quand on se fait renaître toujours comme être humain, ça peut à un moment donné être un peu fatigué parce que on fait tellement d'activités dans sa vie et il y a tellement et en plus on est axé sur faire. Donc, ça peut être attirant hein, de visualiser, d'imaginer je tombe comme météore sur une prairie, sur une plaque de mousse très douce. Oh, et là, je peux me reposer pour quelques millions d'années. C'est génial comme idée, non? OK. Mais ça peut aussi être que, même si je suis tombé sur avant, c'était peut-être facile dans les 8000 ans passés, mais aujourd'hui, avec la science et la technologie du plasma, peut-être ma vie ne va plus être si tranquille. Pourquoi? Parce que, admettons, j'ai commencé avec comme un être astral ou un être, juste une âme. Hein? Cette âme, elle devient un plasma, elle devient une étoile filante, elle devient un météorite. Après, elle tombe. Et ça fait, quelqu'un peut la trouver, comme vous voyez tout à gauche en haut, quelqu'un peut la trouver et la prendre dans sa main. Quand on prend quelque chose dans nos mains, c'est pas rien du tout. Pourquoi? Vous vous rappelez, chaque doigt, notre main ne sont pas faits premièrement pour bosser, non, ou pour écrire sur un ordinateur, non. Chaque doigt, vous vous rappelez, c'est des antennes qui nous lient à tous les niveaux de l'existence dans tous les univers. À partir du créateur, le pouce, jusqu'à l'âme jusque l'âme. Voilà. Et quand je prends quelque chose dans ma main, j'établis un contact physique, mais aussi énergétique avec cette entité. Et là, il y a deux possibilités. Une possibilité, c'est qu'on a proche une unité d'amélioration universelle proche de chez nous. À ce moment-là, on peut prendre notre météorite, on peut s'asseoir avec le météorite dans l'unité universelle. Et qu'est-ce que ça va faire? Elle va lire la provenance du météorite. Elle va ensuite recréer un environnement où cette âme qui est dans le météorite peut se présenter sous sa forme, si on veut, originelle, entre guillemets. Et elle va aussi nous conditionner qu'on puisse être capable de la percevoir et de même interagir avec. Ça, c'est très évidemment, facilement, entre guillemets, naturellement, possible sur le plan de l'âme. Monsieur Kesh est déjà rendu dans cet état-là. Il n'a pas besoin d'une unité universelle d'amélioration pour qui l'aide à voir ça, parce qu'il dit, vous voyez, quand je vois une météorite avec toutes les pocs et les crevasses et toutes ces irrégularités, sa texture, ses couleurs ou
couleurs, c'est pour moi, c'est comme un visage. Je vois les yeux, je vois la bouche, je vois comment tous les traits sont harmonieux et reflètent ces traits-là, reflètent un être, les caractéristiques ou l'identité, si on veut, de l'être qui est à l'intérieur de la météorite. De cette façon, il ajoute une connaissance que le météorite, toutes ses formes, c'est pas physique parce qu'il se faisait marteler à travers son trajet. Non, c'est dans la matérialisation a pris cette forme-là parce que exactement cette forme-là correspond à la structure de l'âme qui est à l'intérieur. Je vous répète un petit truc que je trouve intéressant, que de trouver un météorite et de s'occuper de cette façon un peu plus profonde de elle, nous enseigne aussi sur nous, surtout sur la relativité de l'espace et du temps. Un minéral ou notre condition d'existence ici sur la planète. On a, si on veut, vous savez probablement, on peut voir avec nos yeux une toute petite fenêtre du spectre total des ondes, des fréquences. Les fréquences visibles, c'est une toute petite fenêtre de toutes les fréquences-là. La même chose, la perception avec le temps. Une pierre, on a déjà la misère de voir un arbre bouger parce que c'est trop lent. Encore plus un minéral. De voir un minéral bouger, ça prend absolument notre clairvoyance. Avec notre appareil acide aminé, nos yeux, on ne peut pas le voir. De l'autre côté, comme le rafraîchissement de toute notre réalité matérielle qui se fait 100 milliards de fois à la seconde, c'est beaucoup trop vite pour nous de voir ça. Donc, là, c'est vraiment très, très, très beaucoup trop vite, même si on regarde des mouvements qui sont filmés avec une caméra de haute vitesse, comme l'explosion d'une petite bouteille de hydrogène, par exemple, ou de hydrogène et oxygène mélangés. Pour nous, ça fait paf et on n'a rien vu. Peut-être un feu d'artifice. Quand on voit un feu d'artifice dans le ciel de nuit, ça fait juste un éclair comme une petite flash de lumière et après on attend un peu et ça fait beau. Mais quand on aurait plus de clairvoyance, on peut voir beaucoup plus suivre ce phénomène-là. On voit comme un truc de matière qui s'éclate tranquille, lentement, qui devient lumineux et qui envoie sa lumière d'une certaine façon. Et ça peut être très intéressant et ça peut nous enseigner encore plus sur notre vie dans la matière. Donc, pour ça, il faut aussi, à ce moment-là, se rappeler, quand je ne vois pas quelque chose, ça ne veut justement pas dire que cette chose n'existe pas. Donc, si je ne vois pas le mouvement d'une pierre ou d'un météorite, et pour moi, dans les sciences conventionnelles, le mouvement, c'est une des caractéristiques d'un être vivant. Je vais dire, c'est pas vivant. Non, c'est juste que je ne le vois pas. Et c'est très bien de s'habituer à parler comme ça, de moins en moins affirmer des choses dans le monde objectif, mais de juste rester plus avec nous
dans le sens que je ne vois pas le mouvement. Et là, on peut trouver une ouverture par rapport à notre clairvoyance. Et peut-être demain, je peux corriger ma phrase en disant j'ai pas vu de mouvement sur le plan physique. La météorite, elle a l'air d'avoir la même forme que hier et elle est restée à la même place que hier. Néanmoins, elle me touche d'une façon différente. Donc, il y a un mouvement soit en moi, soit en elle, soit par interaction de elle avec moi et vice-versa, qui m'a révélé ça. Au-delà de ça, cette nouvelle conscience qu'on vient d'apprendre sur les météorites, ça peut aussi nous faire repenser qu'est-ce qu'on pense, comment la vie est arrivée sur la Terre. Je crois que la science conventionnelle va dire, mais c'est les acides aminés qui se sont synthétisés d'une certaine façon avec le mauvais temps. Quand il faisait chaud, il y avait la mer, il y avait le sel, il y avait l'électricité dans l'air et ça faisait comme boum, 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 hein, autre catastrophe, débâcle. Et à la fin de là, tout à coup apparaissait une acide aminé qui était vivante. Et je pense un peu c'est tiré par les cheveux et je trouve l'explication une âme en provenance du Créateur qui a le potentiel de se développer ou de collaborer au développement des acides aminés qui vont devenir une entité vivante. Ça peut arriver par un virus, ça peut arriver par un météorite. En fait, selon l'explication de notre ami M. Kesh, ou je pourrais dire notre ami Mehran, la différence entre météorite et virus est avant la matérialisation nulle. Je ne vois pas de différence. Si vous trouvez une, vous me faites savoir. Donc, parce qu'on ne peut pas voir, même avec les instruments scientifiques que nous possédons à l'heure actuelle, en fait, on est laissé avec notre clairvoyance qui, elle, va être capable dans l'interaction entre notre mental et en autre mot, notre âme de notre forme physique et notre âme, et un côté et de l'autre côté, l'âme de la forme physique du météorite, ils peuvent interagir, c'est-à-dire nous pouvons glaner des informations que la météorite, l'âme de la météorite veut bien nous donner à selon sa propre volonté. Et nous pouvons à ce moment-là aussi aider à normaliser la météorite si elle veut, par exemple, se transformer de minéraux en acides aminés pour devenir un être comme nous, d'acquérir une apparence comme ça. Ça, on peut aider avec notre clairvoyance contrôlante de cette manière-là. Alors, ça peut être, si nous réussissons d'aider la météorite à changer son apparence physique, ça peut devenir ce qu'on appelle un alien. Et quand on parle d'alien, m'a venu un autre truc, que la plupart du temps, je crois, E.T.,
est le seul qui a l'air un peu chouette, mais seulement un peu. Ses mains sont pas jolies. Ils sont comme très longs et très maigres et ça a l'air dur et on n'aimerait pas être touché par E.T. même. Et toutes les autres extraterrestres, ils ont plus l'air comme l'image au milieu d'un ogre qu'on ne veut pas toucher, on ne veut pas être touché, on ne veut rien savoir de eux. Tandis que, pourquoi on fait des images comme ça? Pourquoi on ne fait pas dans notre conscience collective un extraterrestre, c'est comme un toutou finalement. C'est tout doux, ça sent bon, c'est chaud, c'est cute. On aimerait le toucher et on aimerait être touché et on peut dormir avec dans notre lit. La raison pourquoi c'est comme ça, vous le savez aussi, c'est parce que les pouvoirs, ils aimeraient que nous ne contactons pas les extraterrestres parce qu'il y a quand même un risque que les extraterrestres, une fois ils peuvent communiquer avec nous, ils vont nous dire une vérité après l'autre et ça, c'est pas convenable. Pour le pouvoir en vigueur, ils n'aimeraient pas que toutes les vérités sont tout à coup à la lumière de la journée, du jour. Non, ils ne veulent pas ça. Donc, pour ça, c'est mieux que de semer la peur. Les extraterrestres sont des entités qui peuvent être très facilement malveillants. Ils vont abdiquer comme une femme elle est convaincue. Elle était abdiquée quand elle avait 14 ans, fille. 14 ans. Dans la nuit, elle avait juste sa chemise de nuit. Elle était abdiquée dans un vaisseau spatial. Les extraterrestres, ils avaient l'air comme ils étaient des grands, avec des gros yeux et pas très jojo, pas comme son chum. Et ils l'ont mis, elle ne pouvait plus bouger. Ils l'ont mis sur, d'abord, ils ont enlevé sa chemise de nuit. Ils ont mis sur une table d'inox qui était très froide. Après, elle a perdu conscience et en fin de ligne, ils l'ont examinée. Et après, il y avait d'autres extraterrestres qui étaient plus bienveillants, qui l'ont récupéré et redéposé sur la Terre. Et pendant de cet événement, elle dit qu'elle a encore en arrière de la tête un implant. Je crois qu'on n'a pas besoin de employer des extraterrestres pour faire ça. Les terrestres, les êtres humains peuvent déjà vouloir faire tout ça. Pas besoin d'autres êtres. Et de toute façon, je vous rappelle, les entités, il y a deux sortes d'entités. Il y a des vrais et des faux. Les vraies entités ont une âme. Quand on a une âme, on ne peut pas être méchant, sauf si on est humain. Sauf avec un corps humain. Si on n'a pas de corps humain, on ne peut pas. Et les autres entités, c'est des entités qui sont juste énergie. Ils n'ont pas d'âme, donc ils n'ont aucune véritable existence. Et ils vivent seulement parce qu'il y a assez de gens qui y croient. C'est comme la magie noire, c'est comme le voodoo et tout ça. Donc, les méchants extraterrestres, ça n'existe pas. C'est juste une fiction mentale qui vit de notre énergie parce qu'on y croit et on en a peur. C'est la seule. Donc, mieux ne pas investir aucune attention dans ces entités-là. Ça ne nous sert pas de toute façon. On aime plus les toutous comme les nounours.
Ensuite, on va enchaîner tout fluidement dans la deuxième capsule de notre multiplication, notre corps et perfection. Ça vient de l'école de Science of Eden, qui est la science sœur de la science du plasma, et qui nous dit ça. C'est très, 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 très important parce que toutes les religions que je connais, comme les religions majeures, ils dénigrent le corps physique et ils disent il est imparfait, il n'a rien à faire avec l'âme, il n'a rien à faire avec Dieu et c'est la source de nos péchés et de toutes ces choses-là. Pourquoi je parle de ça? Parce que dans le contexte des météores, M. Kesh a influé un autre thème. Il a dit, vous vous rappelez, je vous ai parlé de pourquoi l'homme ou les êtres horizontaux sont pris en se nourrir, de se nourrir en tuant autres êtres vivants. Il a dit au jeudi passé, il a expliqué ça. Ça vient que le noyau, c'est-à-dire l'âme de la terre-mère ou l'âme de la forme physique de la terre-mère, ne dégage pas assez d'énergie pour les êtres vivants pour les garder en santé. Il a dit les êtres verticaux, comme les arbres et les plantes, ils ont, vous vous rappelez, ils ont constellations différentes. Si on prend l'exemple de la coupe de la Terre, on a par-dessus la coupe de la Terre, dans les êtres horizontaux, on a d'abord le corps, après l'âme de la forme physique et après l'âme. Dans le royaume des peuples verticaux, c'est l'inverse. On a par-dessus ou directement lié à la planète, on a l'âme, après l'âme de la forme physique et après le corps physique. Donc l'âme, vu, M. Kesh a expliqué ça à l'époque quand il a parlé de la coupe de la Terre, parce que l'âme des peuples verticaux est plus proche de la Terre, elle peut utiliser les mêmes rayons cosmiques ou universels pour se nourrir que la Terre elle-même. Et parce que nous, ce n'est pas le cas, on a comme entre les deux le libre arbitre et on ressent, on n'est pas comme nourri par défaut. Et pour ça, on est pris comme le bonhomme sur l'image avec cette question vraiment existentielle. Pourquoi dois-je tuer pour me nourrir? C'est comme une addiction. On va voir quand on plonge un peu plus profondément. Ça nous confronte avec une question vraiment surprenante. Comment se fait-il que la Mère Terre, qui nous a engendrés, qui nous a produits, comment elle peut produire des enfants qu'elle ne peut pas nourrir? Waouh! Il me semble, dans un univers où tout est à la norme, sauf les êtres, la perception des êtres humains ou quelques, c'est complètement impossible. La Mère Terre, ça ne se peut pas. Donc, il faut regarder maintenant l'interaction entre les enfants de la Mère Terre et la Mère Terre. Là, on se rappelle que nous sommes co-créateurs de la Mère Terre. On est à la fois enfant de la Mère Terre qu'on est créateur de la Mère Terre conjointement avec le Créateur. Comment ça fonctionne? Nous sommes co-créateurs et nous sommes, à partir de ce moment-là, aussi
entreteneurs de notre planète. Vous vous rappelez, 10 milliards de fois par seconde, nous reconstituons la Terre conjointement avec le Créateur. Et c'est ça, on appelle ça entretenir la Terre. Donc, à partir de la création de la Terre, nous sommes dans une interaction permanente avec la Terre. Ça, c'est très important. Et quelle partie de nous le fait? C'est le diamant de notre mental, notre âme, de notre forme physique fait ce entretien-là. Et vous vous rappelez, on a une partie qui est mal structurée, une partie qui est divine et bien structurée. Donc, ça fait le suivant. Quand on a une partie mal structurée, on ne carbure pas sur le carburant, on pourrait dire, qui s'appelle amour conditionnel. Donc, on ne vit pas dans l'amour conditionnel, on ne dégage pas l'amour inconditionnel. Et c'est exactement cet carburant-là que la Terre a besoin pour nous entretenir dans notre forme physique sans qu'on ait besoin à dévier, à tuer du monde. Donc, si on est plutôt axé dans notre vie quotidienne sur la partie non structurée de notre conscience, on donne très peu. C'est nous qui ne donnons pas assez à notre planète qu'elle puisse générer assez d'énergie que nous pouvons en vivre. Si, par exemple, la flèche rouge, qui est beaucoup plus intense, si on carbure, on vit dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire nous flottons dans une soupe d'amour comme des vrais morceaux d'amour, comme Hélène dit, à ce moment-là, on donne à la mère Terre une énergie illimitée. Et en même temps, on transfère l'éternité à la mère Terre. Et ça, c'est sur un niveau de l'énergie où tous les phénomènes d'énergie sont illimités et sans fin. C'est facile à comprendre, je crois. Oui. Hein? Alors, là, à un moment donné, Grigory Grabovoy était demandé, mais pourquoi le Créateur a créé les humains avec un corps? Sa réponse était parce que l'homme est l'interface du Créateur pour interagir avec le niveau matériel. Ça prend deux conditions. Alors, l'incarnation, notre existence dans le corps remplit deux conditions. Une condition, nous devrions apparaître et agir sur le plan physique. Si on n'apparaît pas sur le plan physique, on ne peut pas interagir avec. Deuxième, le Créateur est présent dans tous nos actes. Si notre libre arbitre le permet, c'est toujours ça. Donc, de cette façon, nous sommes les co-créateurs. Avec toutes ces multiplications, on plonge beaucoup plus profondément dans qu'est-ce que ça veut dire être co-créateur à côté du Créateur ou de Dieu. Beaucoup plus profondément, on plonge, beaucoup plus proche on est et beaucoup plus on est évolué ou progressé sur notre chemin d'évolution. Et ce qui est là, il faut se récapituler que nous sommes les co-créateurs avec le Créateur de tout ce qui existe dans tous les univers pluriels. Et parce que nous faisons partie, nous sommes même le centre du réseau spirituel
qui lie toutes les entités dans tous les univers, ça veut dire que tous les liens de tous les éléments qui existent dans le monde passent par nécessité ou par défaut à travers notre corps. Ça veut dire ça. Tous les processus dans l'unicause sont initiés dans le corps humain. Parce que ils sont initiés sur quel niveau? Sur le niveau de l'âme, évidemment. Le physique ne peut pas initier au prime abord. Seulement, c'est l'âme, en plus l'âme du Créateur, qui initie les mouvements, les changements, tout, la vie. 100 milliards de fois par seconde. Et parce que notre âme est à l'image du Créateur, c'est-à-dire identique à l'âme du Créateur, si notre libre arbitre acquiesce, à ce moment-là, on voit que toutes les choses qui se passent dans tous les univers ont leur origine dans notre corps physique. Ça veut dire aussi parce que cette égalité de notre âme, elle est l'âme du Créateur. Et vice-versa. Le monde matérialisé, on peut dire, c'est le corps du Créateur, le corps physique du Créateur, dont nous faisons partie, dans les deux sens. C'est-à-dire le corps du Créateur égale le corps humain. Nous sommes sur le plan spirituel, nous sommes le corps de Dieu. Et ça veut dire que tous les éléments se créent par dans notre intérieur et par notre intérieur, c'est-à-dire notre âme et l'âme du Créateur, pour être projetés en forme d'énergie à l'extérieur, entre guillemets, de notre corps, pour se condenser en matière. Ça peut se faire, comme on a dit quelques minutes avant, ça peut se faire d'une façon structurée, c'est-à-dire divine, ou ça peut se faire d'une façon non structurée, qui est axée sur les décisions d'un libre arbitre qui est mal orienté parce qu'il n'est pas à sa bonne place. Donc, notre corps, nos structures fondamentales, corps, âme et mental, sont en permanence en interaction avec tous les mondes et la Terre. Et cette interaction, comme M. Kirsch répète souvent, elle est toujours et par défaut bidirectionnelle, c'est-à-dire nous pouvons obtenir des informations que l'autre entité veut nous donner. Ça veut déjà dire rien nous est caché. La seule chose qui peut sembler à ça nous est caché, c'est parce que nous n'avons pas encore atteint un niveau de structuration pour être capable de comprendre ou de percevoir une telle chose. Donc, si M. Kesh dit this truth was hidden from humanity, ça veut pas dire qu'il y a un méchant Dieu qui va cacher des choses devant nos yeux. Non, ça veut juste dire c'est nous qui nous cachons les choses parce que nous n'avons pas encore développé assez spirituellement pour être en mesure de se percevoir de certaines choses. Ça, c'est l'obtenir des infos. L'inverse, la direction inverse, c'est de contrôler. Contrôler, ça veut dire mettre à la norme. Et c'est ça notre job principal dans notre corps, parce qu'on est en interaction avec tous les éléments de l'univers, de mettre tout à la norme.
ça prend évidemment un état d'esprit approprié. C'est quand Hélène dit je vous invite à vous centrer. Les 5 minutes après, tous les détails avec la respiration, le battement de cœur, le flux sanguin et de percevoir son corps dans une seule entité, ça veut dire ça. Ensuite, on peut comprendre avec le temps que le corps qui abrite toutes les deux autres structures fondamentales comme notre âme, l'âme du Créateur et notre mental et l'esprit, le mental du Créateur. Tout ça se trouve comme concentré ou structurellement à l'intérieur de notre corps physique. Et à ce moment-là, c'est la logique pourquoi nous aurions ou nous allons avoir le même pouvoir de matérialiser à l'instant de notre pensée des choses. Ça peut se faire si notre diamant est propre et nettoyé. Et c'est la même chose qu'on parlait dernière multiplication de renouvellement cellulaire de notre corps. Ce renouvellement cellulaire, c'est le corps qui le fait tout seul, comme comment il gère le battement du cœur, la pression sanguine, la respiration, la digestion, les conduits nerveux, tout ça, c'est le corps qui fait ça, même à notre insu, même si nous n'avons aucune espèce d'idée comment il le fait. On peut juste observer l'effet à la fin. Mais oui, je vois, mes cellules se régénèrent. On peut voir le résultat, plus ou moins avec succès ou pas, dépendamment de nos croyances. Hein? Alors, je vois le résultat de renouvellement cellulaire, je vois le résultat de ma digestion, je vois le résultat du circuit sanguin, je vois plus les résultats des conduits nerveux, je vois tous les résultats, mais je ne sais pas comment ça fonctionne parce que je n'ai pas encore aiguisé ma clairvoyance que je peux visiter les endroits à l'intérieur de mon corps pour voir de mes propres yeux non acides aminés comment ça fonctionne. Et Grégory, il dit souvent dans les pratiques de 31 jours, allez voir dans votre corps et regardez un organe, admettons un rein, l'estomac, le cerveau, l'oreille intérieure. Visitez-le. Mettez-vous dans un état d'esprit approprié pour aller visiter des organes. Surtout, on a intérêt de visiter des organes qui ne sont pas en santé. Et là, visitez-le et soyez dans un état réceptif que l'organe vous donne des informations. Et ça peut être que le transfert de l'information est déjà guérissant. Et ça, c'est une chose que personne ne peut multiplier pour vous. C'est une chose que même Aviram doit prendre le temps, doit s'asseoir avec son corps, se mettre dans un état d'esprit approprié pour visiter des endroits en lui, pour tout à fait comprendre comment ça fonctionne et qui ne fonctionne pas bien et corriger ça. Ça se corrige en voyant. Et quand Aviram peut faire ça avec son propre corps, il peut aussi le faire avec le corps de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'Aviram va devenir un guérisseur qui peut guérir tout le monde. Absolument pas. Parce que toute guérison, même la auto-guérison d'Aviram,
doit toujours passer le scrutinage de libre arbitre. Et quand on fait, par exemple, se centrer, c'est-à-dire se mettre dans un état d'esprit approprié, ça veut dire qu'on amène un peu le libre arbitre à la main du côté non structuré, c'est-à-dire croyance collective vers la conscience divine. Et notre citation de Grigori, en comprenant que le monde est pur amour, notre corps co-crée tous les éléments du monde selon la norme et le monde devient alors un endroit sûr. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps de grande insécurité et beaucoup d'êtres humains se font un, entre guillemets, plaisir ou mettent beaucoup d'énergie en gardant cet état non sécurisant. Et c'est beaucoup de souffrance-là. Et ça peut s'améliorer beaucoup si de plus nous amenons nous-mêmes à comprendre que le monde est pur amour. Et dans le défi des 31 jours, qui est gratuit, que je vous suggère hyper beaucoup de vous inscrire et de le faire chaque jour, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez pratiquer ce que je peux vous multiplier comme théoriquement, entre guillemets, pendant les multiplications de mercredi. On n'a pas le temps de le faire. Donc, je dois vous laisser la partie pratique toujours à l'extérieur des multiplications. Et M. Kirsch fait la même chose parce qu'on a tout d'abord pas le temps. Et deuxièmement, c'est hyper important que vous faites ça pour vous. C'est bon de suivre les multiplications de Hélène Laporte, mais ça prend aussi, et elle insiste beaucoup, de les tweaker ou de les modifier selon vos propres besoins et capacités. OK. Donc, en bref, ce qu'on a multiplié aujourd'hui, ça revient à la chose tout simple. Il y a une seule agenda fondamental qui est l'agenda du Créateur. Qu'est-ce qu'il y a dans cet agenda? C'est l'évolution harmonieuse de tous les éléments déjà créés dans un élan d'amour. Et pour réaliser cet agenda, le Créateur se sert de notre corps. Ça veut dire que l'agenda, ça fonctionne très bien lorsque l'agenda du Créateur est la même que la nôtre. Un agenda, que le nôtre. Et ça fonctionne très bien parce que nous sommes justement, le Créateur nous a posé avec notre corps au centre du réseau spirituel qui lie tous les éléments de tous les univers. On fait ça déjà. Grigori nous enseigne que chaque battement de cœur, le battement de cœur, il y a deux phases. C'est la diastole et la systole. La systole, la diastole, c'est quand le cœur se ouvre, se dilate, le muscle se dilate et ramène tout le sang, se remplit du sang. Il se remplit du sang sur le plan matériel. Sur le plan spirituel, il se remplit de la lumière informationnelle de tous les éléments de tout le monde. Après, il fait la systole, c'est-à-dire le muscle du cœur se comprime et envoie le sang dans le corps.
sur le plan matériel. Sur le plan spirituel, il renvoie la lumière informationnelle, mais maintenant qui est mise à la norme, retour dans le monde. C'est-à-dire chaque battement de cœur est un effort de notre corps de mettre le monde à la norme. Ça nous demande deux choses. La plus facile peut-être, s'il vous plaît, laissez votre corps faire son travail. Il sait ça beaucoup plus que nous, avec notre conscience, peut développer, peut structurer. Et après, on peut faire encore plus. Parce que si après, ça va être plus facile, explicable, ce que je veux dire avec les poumons, parce qu'ils font la même chose. Chaque inspire, on inspire la lumière sur le plan matériel, l'air. Sur le plan spirituel, on inspire les informations lumineuses ou la lumière informationnelle de tout l'univers à l'intérieur de nous. Et chaque expérience, on renvoie la lumière informationnelle qui est maintenant à la norme de retour dans le monde. Et chaque respiration et chaque battement de cœur, notre corps le fait de toute façon par défaut, il ne peut pas autrement. Et imaginez maintenant, déjà quand on a comme cette information, et on peut se rappeler quelquefois, ceux entre vous qui faites le yoga, quand la respiration est très importante dans le yoga. Donc, vous pouvez utiliser votre séance de yoga et vous rappeler chaque expiration, vous renvoyez la lumière informationnelle à la norme dans le monde, ce qui ramène le monde plus à la norme. Et quand quand nous sommes atteints un niveau de structuration de notre conscience, on peut même faire ça beaucoup plus consciemment. C'est-à-dire, on sera conscient qu'avec chaque expiration, chaque expire, nous remettons le monde à la norme. Et ça, c'est formidable. Et ça, c'est exactement comment le Créateur, selon Grigori Grabovoi, fonctionne lui-même. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'employer un truc comme la volonté, qui est un peu lié à le libre arbitre. Hein? Vous me suivez, c'est ça? Hein? La volonté, est-ce que Dieu a une volonté? Les catholiques disent oui, les mohammedans disent oui, mais comment ils interprètent ou définissent la volonté? C'est hyper important. Et quand on est comme, par exemple, quand on est malheureux, quelle ampleur a notre volonté? Quand, par contre, on est dans un état béat, dans un état super heureux, quelle ampleur prend notre volonté? Aucune. C'est formidable de se rappeler de ça. Et ça veut dire, quand Dieu recrée le monde à la norme 100 milliards fois par seconde, il n'a peut-être même pas le temps de s'occuper de sa volonté. De quoi? Mais sa volonté, c'est juste une chose, le salut global. Bon, et l'évolution harmonieuse éternelle. Et ça ne se fait pas parce qu'il n'a pas besoin à gérer tous les détails de tous les univers. Il les a créés selon son image, c'est-à-dire cet appareil, entre guillemets, universel, fonctionne tout seul, magnifiquement.
Surtout si nous, les humains, mettre notre libre arbitre à sa bonne place. Alors, pour terminer, ce qui nous aide beaucoup à normaliser notre réalité ou produire des gains ou de produire de l'argent, whatever, c'est de sentir le lien de l'âme et de l'esprit à l'intérieur de notre corps. Et ça se fait dans un état approprié et ça se fait par notre intention. Quand nous demandons à notre âme, j'aimerais sentir mon âme à l'intérieur de mon corps, ça va se faire. Et vous allez, quand vous faites ça plusieurs fois ou souvent, vous allez remarquer les moments où ça se fait. Quand on fait ce lien de l'âme et du mental à notre corps sensible, c'est-à-dire on le sent, c'est au-delà de juste le comprendre. À ce moment-là, on est sorti des dimensions du temps, on est sorti des dimensions d'espace. On peut interagir avec n'importe quel endroit, n'importe où dans l'espace et n'importe où dans le temps, passé, présent, futur, doesn't matter. Et ça, c'est en fait, ces deux-là, c'est la confirmation qu'on est dans un état d'esprit approprié pour contrôler la réalité. On a appris, c'est pas juste contrôler la réalité, c'est aussi glaner des informations de la réalité qu'on ne savait pas avant. Et on se rappelle, ces informations-là ne sont pas nécessairement rationnelles. Donc, ça va être souvent que vous recevez des informations, vous savez plus qu'avant, mais vous ne pouvez pas dire c'est quoi exactement. Parce que toutes ces choses-là, ils ont des étapes sur le chemin pour être capables de matérialiser et de matérialiser des choses ou des événements et de normaliser les événements qui ne sont pas à notre goût ou ne pas parfaits. Notre goût, dans ce sens, évidemment, c'est au goût du Créateur. Voilà, mes amours. Obrigado, gracias, teşekkürler, danke, tanimirt, shukran, spasiba. Merci beaucoup pour votre amour que vous m'avez envoyé ce soir et votre attention également. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette multiplication. Elle coulait tout seul, comme vous avez tiré chaque mot de ma bouche, on dirait. Donc, merci encore. Je vous laisse le microphone pour vos commentaires et vos questions s'il y a. Merci Aviram, super. Merci, Aviram. Merci beaucoup, Aviram. C'est super. Très bien. Ça pose beaucoup de questions, tout ça. Oui, merci bien, Aviram. Est-ce que vous avez des questions? Tant qu'Aviram est là. Ce sont des choses qui laissent les gens perplexes et puis qui amènent à la réflexion, c'est sûr. Hein. Donc, à chaud, je ne suis pas sûr que on ait des choses à dire, mais bon, ça, c'est extraordinaire. Oui. Je pense que la compréhension vient tout doucement, de plus en plus. Beaucoup d'informations qui viennent vers nous. Oui, c'est comme une digestion, pour moi. Ça, c'est tout doucement, c'est vrai, tu as raison, Yves. Oui, c'est des choses qui viennent et c'est comme si allez, ça vient et il faut assimiler et puis il y a des choses qui viennent en plus chaque jour. Quoi. Oui.
À moi, ça m'a fait penser quelque chose quand Aviram il a dit que la respiration, elle est faite pour arranger l'univers, en fait, pour arranger le monde. C'est ça, Aviram, que tu as dit. Tu peux répéter, s'il te plaît? La respiration, quand les êtres respirent, Oui. si tu veux, c'est pour nourrir la planète, nourrir les êtres humains, Oui. c'est juste ou bien, c'est bien ce que j'ai compris. Oui, c'est juste. Tout à fait. Et puis, tu sais ce qui m'est venu dans la tête? Pourquoi ils nous font mettre des masques? Ouais, ça c'est clair. Hein. Ça empêche, Ouais. la respiration, elle est un peu bloquée. Donc, ils doivent savoir ça. Et c'est pour ça qu'ils font mettre des masques à tout le monde. Oui et non. Ça, c'est ce que je dis, comme nourrir le monde ou renvoyer la lumière informationnelle au monde avec un expire, Voilà. ça fait pas référence à la respiration plan matériel. Ça fait référence à l'inspiration et expiration sur le plan plasmique. C'est aussi quand plus tard, M. Kesh a dit, vous n'auriez plus besoin de respirer physiquement. Mais ça fonctionne seulement alors, même si on ne respire plus physiquement, c'est-à-dire on ne va pas manger, donc on n'a plus besoin de bouche, de poumons et tout ça. Mais ça va faire quand, sur le plan spirituel, on doit quand même faire la respiration, entre guillemets, à ce moment-là, pour nourrir la planète, pour mettre à la norme tout le monde. Vous comprenez? Oui, Aviram, merci. Donc, les masques, c'est sur le plan de la Kabbale, c'est pour nous étouffer et pour nous égaliser qu'on n'a plus d'identité, blablabla. Bla. Ça, c'est la Kabbale qui veut faire ça. Mais cet agenda de la Kabbale est inscrit dans l'agenda du Créateur de toute évidence. Et lui, il a plus un intérêt à nous inciter un peu plus de quitter le plan matériel plus vers le plan spirituel pour être indépendant de l'air atmosphérique pour respirer et en même temps, on peut quand même inspirer, expirer, si tu veux, énergétiquement pour garder tous les univers à la norme. Merci, Aviram. Est-ce que vous avez d'autres réflexions, commentaires? Non, rien de spécial. On attend avec impatience pour demain. Oui, oui. Oui. Aviram a fait une très belle publicité, je le remercie. Oui, même, on est assez curieux. Oui, mais vous allez voir, hein, vous allez... C'est particulier. Hein. Oui, je pense bien. On sera attentif demain. Avec plaisir, avec plaisir. Ouais. Je vous attends nombreux. Apparemment, il y a du monde qui va venir. Ouais. Bon, ok. Oui, je serai là, Joël, aussi. Mais j'espère bien, Catherine, que tu vas nous apporter des choses aussi. Ouais. Et en France, comment ça se passe avec le confinement? Ça se passe. Ouais. Ici, en Belgique, ils ont encore fait fort aujourd'hui. Ouais. On en a tous marre, nous. Ouais, bah ici, ils